Bom dia, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao último momento do nosso segundo Congresso Internacional de Direito e Inteligência Artificial. Espero que aproveitem bastante mais esse conteúdo. Antes de iniciarmos, eu quero lembrar apenas do nosso chat, que estará disponível e ativo durante todo o painel, e ao final, as perguntas vão ser organizadas e encaminhadas para o moderador, que vai apresentá-las aos painelistas. Neste encerramento, nós teremos 2 painéis, iniciando agora com o painel 4, a governamentalidade algorítmica em perspectiva, e às 10 da manhã o painel 5, inteligência artificial, mercado único digital e a postulação de um direito às inferências justas e razoáveis, uma questão jurídica entre a ética e a técnica. Começando pelo painel 4, a governamentalidade algorítmica em perspectiva, ouviremos Antoinette Rouvois, da Université de Nami, na Bélgica, que será acompanhada pelo senhor Marco Antônio Souza Alves, professor da Faculdade de Direito da UFMG. Ao final, Antoniette e Marco Antônio vão debater com Maria Cecília Pedreira de Almeida, professora da UNB, e Rony Eleandro dos Santos, professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Bem-vindo a todos e a todas. Vamos dar início à apresentação de hoje do segundo Congresso Internacional de Direito e Inteligência Artificial. Bienvenue tout le monde. On va commencer aujourd'hui la nouvelle séance du Congrès international de droit et intelligence artificielle. J'ai le plaisir de recevoir ici aujourd'hui Antoinette Rouvois. Je voudrais tout d'abord la remercier pour votre présence ici. Nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir parmi nous, même si ce n'est que virtuellement. Je voudrais d'abord dire que je m'intéresse beaucoup à la question de la gouvernementalité algorithmique et je m'intéresse à ça depuis des années et que vos travaux sont vraiment une référence très importante pour nos études ici au Brésil. C'est vraiment un moment très spécial pour moi et je suis très content de pouvoir établir ce dialogue avec vous maintenant. Et bon, je voudrais tout d'abord vous présenter pour notre public. Antoinette Rouvois est une philosophe du droit. Elle est professeure à l'université de Namur en Belgique. Elle est titulaire de la chaire Franqui de 2019-2020 à l'Université de Liège, docteur en sciences juridiques de l'Institut universitaire européen à Florence, chercheuse qualifiée du FNRS, c'est le Fonds national de recherche scientifique de la Belgique, au Centre de recherche en information, droit et société, ça depuis 2008. Elle est membre aussi du comité pour la prospective de la Commission nationale informatique et liberté en France depuis 2012. Elle est experte auprès du comité consultatif de la Convention pour la protection des individus au regard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l'Europe, ça depuis 2015. C'est beaucoup de choses. Hein. Elle est membre aussi du groupe consultatif d'éthique de l'Union européenne, aussi depuis quelques années, depuis 2016. Elle a orienté ses recherches vers les articulations entre normativité juridique, technologique et sociale. Elle développe une nouvelle ligne de recherche depuis quelques années autour de ce qu'elle a appelé la gouvernementalité algorithmique. Son domaine de recherche, ses domaines de recherche sont d'abord le droit et libertés fondamentaux dans la société de l'information, la gouvernementalité algorithmique, et dans cela, des sujets comme le big data, data mining, profiling, machine learning et d'autres sujets. Elle travaille aussi dans le domaine de la philosophie du droit et le critical legal studies. Elle fait souvent une sorte de diagnostic de gouvernementalité contemporaine. Eh bien, je voudrais aussi parler un peu de quelques publications de Madame Rouvois.
Tout d'abord, je rappelle quelques travaux qu'elle a développés avec Thomas Berns, c'est un Belge aussi, professeur de philosophie politique à l'Université libre de Bruxelles. Et en 2010, ils ont publié un article ensemble nommé « Les nouveaux pouvoirs statistiques ». Et après, en 2013, un texte qui a été traduit et publié ici au Brésil, appelé « Gouvernementalité algorithmique et perspective d'émancipation ». C'est en fait le premier texte que je lis de Madame Rouvroy, et après cela que j'ai pris connaissance de son travail. Et bon, en 2011, elle a organisé un livre avec Madame Hiddelbrandt, Mireille Hiddelbrandt, appelé Law, Human Agency and Autonomic Computing. En 2012, elle a publié aussi un autre texte titré The End of Critic, Data Behaviorism and Due Process, un texte que Rony, qui est présent ici à notre séance, je vais vous présenter bientôt, qu'il a traduit pour le portugais, et on a publié au Brésil dans ses livres ici sur la société de l'information. Et en 2016, elle a écrit un autre texte que je trouve très important qui s'appelle Of Data and Man, sur le droit fondamentaux aussi et les questions liées à la société de l'information. Et en 2020, elle a publié aussi une interview titrée Algorithmic Governmentality and the Death of Politics, que nous avons traduit aussi, moi et Cécile, qui est présente ici à notre séance aussi. Nous avons traduit pour le portugais et publié dans une revue, la reviste de philosophie moderne contemporaine, cette année. Bon, alors c'est vraiment une production très large. En fait, je n'ai que pensé quelques exemples de la production de Mademoiselle Rouvroy. Avant de passer la parole à notre invité, je voudrais signaler aussi la présence de quelques invités, spécialement la présence de Cécile Almeida, qui est professeure à l'Université de Brasília, et de Rony Santos, qui est professeur à l'Institut fédéral, ici, à Minas Gerais, d'où je parle. Eh bien, je remercie beaucoup la présence de tout le monde ici pour pouvoir mener cette séance et pouvoir avoir un débat à la fin de la présentation de la conférence. Et bon, aujourd'hui, Antoinette Rouvroy va parler du sujet suivant, repenser la critique dans un contexte de gouvernementalité algorithmique. Bon, je m'arrête là. Merci vraiment beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et s'il vous plaît, la parole est à vous maintenant. Bien, je vous remercie infiniment, à la fois pour cette invitation qui est très intimidante pour moi et qui m'honore beaucoup. Je suis absolument ravie de pouvoir entamer un dialogue avec vous qui travaillez sur des questions très proches de celles qui m'intéressent, je pense, et je trouve que c'est très, très intéressant. C'est une très belle opportunité de pouvoir, à travers la distance qui nous sépare, la distance physique qui nous sépare, néanmoins avoir un échange intellectuel, et ça c'est quand même la merveille que nous permettent les technologies numériques aujourd'hui. Hein. Donc je tiens à le souligner aussi parce que on me traite parfois de technocritique, mais je dois dire que la technique cette fois-ci nous aide beaucoup. Alors la ligne de recherche dans laquelle je me situe, c'est en fait, comme je suis juriste au départ, j'ai gardé un peu mon tropisme de juriste malgré tout, une juriste un peu dévoyée du côté de la philosophie, mais néanmoins juriste. Et donc ma question fondamentale, c'est de savoir comment le droit, et en particulier le droit occidental, qui est le résultat d'une longue et lente sédimentation langagière dans une civilisation du signe et du texte, peut s'accommoder d'une révolution numérique qui est en passe de nous faire basculer dans une civilisation, pour autant qu'on puisse encore appeler ça une civilisation, du signal numérique insignifiant, non signifiant, mais calculable, une civilisation de l'algorithme.
Et donc, c'est ça un petit peu mon interrogation de fond, si vous voulez. Hein. La ligne de mire, c'est de savoir comment articuler finalement une civilisation juridique ou un mode d'existence du droit qui est fondé sur la sédimentation du langage, c'est-à-dire sur de la représentation et sur une interprétation infinie et non finissable des signes. Nous sommes toujours au milieu d'interprétations, de signes qui ne sont jamais que des interprétations, d'autres interprétations, et finalement sans origine. Comment peut-on, en tant que juriste aussi, penser ce basculement dans une civilisation de l'algorithme? On parle de tournant algorithmique, et ce tournant algorithmique, finalement, est une sorte de transformation du tournant linguistique qui, finalement, fonctionnait, qui avait pour unité fondamentale de signification la phrase, le mot, le signe, qui était toujours porteur de signification d'une manière ou d'une autre, même si on a parlé de l'arbitraire du signe. Aujourd'hui, dans la civilisation algorithmique, ce sont les données, des données numériques proliférant en temps réel et en quantité massive du monde physique, qui constituent les nouvelles coordonnées de modélisation du social. Et donc ça, c'est ce basculement finalement qui m'intéresse. Alors ce basculement, il est accompagné, bien entendu, d'une expansion de l'univers numérique. Je vous parlais de prolifération. Il ne s'agit pas véritablement d'une traduction du monde physique, ni d'une transcription consciente du monde physique sous une forme d'un double numérique qui se présenterait comme une sorte de représentation totalisante. Il ne s'agit même plus de représentation, il ne s'agit plus de transcription, ni même d'écriture, mais véritablement d'une forme de transpiration. Une transpiration ou une prolifération de phéromones numériques, ce que j'ai appelé les phéromones numériques, qui émanent de nos actions, de nos interactions, des interactions des machines entre elles, des interactions des machines avec nous, et voire même dans l'Internet des objets, des interactions entre les objets qui se chuchotent des choses à notre propos, que nous ne pouvons pas nécessairement comprendre. Alors, il ne s'agit pas d'écriture, il ne s'agit même pas, au sens de Derrida, d'archi-écriture, il s'agit plutôt d'une forme de nouveau capitalisme, c'est-à-dire une prolifération de quelque chose qui remplace dans une certaine mesure, ou qui fonctionnerait peut-être dans une certaine mesure comme une sorte d'équivalent général. À la place de la monnaie, nous avons, comme signe de valorisation, nous avons aujourd'hui de plus en plus les données. Alors, aujourd'hui, en 2025, on prévoit que l'univers numérique pèsera, pour autant qu'on puisse lui attribuer un poids, 44 000 milliards de gigaoctets. Toutes les 18 secondes, ou 4 800 fois par jour, nous interagirons avec des objets connectés. Toute personne normalement connectée, dit-on. Alors, normalement connectée, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire pour la firme de consultance qui émet ces chiffres. Toujours est-il que ce dont on se rend compte, c'est qu'il nous est devenu impossible de nous représenter cette masse proliférante de signaux insignifiants. Je ne parle plus de signes signifiants au sens de la sémiotique de Peirce. Par exemple, les signaux numériques ne fonctionnent absolument pas comme des traces, ne fonctionnent absolument pas comme des icônes, ils ne représentent pas, ne représentent en fait plus rien, ils ne fonctionnent pas comme des indices, ils ne fonctionnent même pas comme des symboles. C'est vraiment, les données numériques sont un nouvel objet, une sorte de nouvel objet ou de non-objet dans l'univers sémiotique ou dans l'univers asémiotique plutôt, de purs signaux sans signification. Alors tout cela, évidemment, représente une sorte de nouveau capital immatériel, éminemment fongible, reproductible à souhait, puisque jamais les flux de données n'épuiseront leur source.
c'est-à-dire le monde physique, est virtuellement inépuisable. Donc c'est quelque chose aussi, c'est une sorte de prolifération ou de valeur ou d'un capital numérique qui est absolument, qui est autoproliférant et qui n'en passe plus par le travail humain. Donc, quand je parle de capitalisme numérique, ce dont je veux témoigner aussi, c'est quelque chose dont déjà Gilles Deleuze témoignait dans son post-scriptum sur les sociétés de contrôle, c'est que une transformation, il n'y a pas de transformation technologique ou d'évolution technologique qui ne soit pas en même temps une mutation du capitalisme. Ce dont on se rend compte, c'est que la production de valeur aujourd'hui, le site privilégié de production de valeur aujourd'hui n'est plus tellement dans le capital matériel, n'est plus tellement même dans le capital financier, n'est plus du tout dans le travail humain, éminemment remplaçable, nous dit-on, par des machines, ou en tout cas le travail productif qui est en fait repoussé vers les frontières ce qu'on appelle le tiers-monde. Ici, en Occident, la source privilégiée de production de valeur, ce sont les données. Ce sont les données, et c'est dit tout à fait explicitement dans les récents documents de la Commission européenne concernant le projet de réglementation de l'intelligence artificielle. Il est bien dit que les données sont aujourd'hui et seront la principale source de croissance et de production de bien-être et de garantie du bien-être pour la population européenne. Et donc, ce n'est plus le travail, ce n'est plus même la connaissance, ce sont les données dont on attend aujourd'hui la production de valeur. Alors, c'est quelque chose qu'on ne peut plus se représenter, tant c'est aussi énorme. On est donc face à une sorte par rapport à cette prolifération de données, on est face à une sorte de crise de la représentation. Il nous est impossible, il m'est à moi impossible, en tout cas, même de m'imaginer ce que représente 44 000 milliards de gigaoctets. Il s'agit véritablement d'une sorte de carte qui produit elle-même son propre territoire. Donc, il y a une sorte d'inversion entre la carte et le territoire, qui est quelque chose d'assez intéressant. Tout cela s'accompagne aussi de quelque chose qui m'intéresse davantage, qui est véritablement une sorte de séisme épistémique, une transformation finalement ou une sorte de transformation de la raison, une transformation de nos manières de concevoir ce que c'est que penser, et qui est potentiellement très émancipatrice d'une certaine manière, dans la mesure où les algorithmes et les données massives permettent de faire trembler en continu le rapport qu'entretient la raison occidentale avec la notion de vérité. On est dans un système d'optimisation, d'apprentissage continu qui se substitue à toute idée de production ou de stabilisation par la science, par exemple, d'une vérité, fût-ce à titre temporaire. Alors, Michel Foucault disait qu'il y a des moments dans la vie où savoir qu'on pourrait penser autrement que ce qu'on pense est une condition pour pouvoir encore penser. Ce moment me semble arriver aujourd'hui et me semble littéralement provoqué par l'arrivée de ces algorithmes d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle un peu indûment l'intelligence artificielle. Alors, en quoi est-ce que c'est un séisme épistémique? Eh bien, c'est un séisme épistémique en premier lieu parce que nous avons l'habitude, en tant qu'être humain, de trier la réalité en détectant ce qui relève du signal et ce qui relève du bruit. Et d'ailleurs, Jacques Rancière, dans son livre Le partage du sensible, a signé absolument, tout à fait spécifiquement cette fonction de distinction entre ce qui relève du signal signifiant qui doit être pris en compte et du bruit qu'on peut ignorer ou qu'on doit même ignorer, dont on ne doit pas tenir compte. C'était vraiment la fonction de l'institution. Par exemple, il donne l'exemple de la Grèce antique, dans laquelle les énoncés émis par les hommes notables
sur la place publique était nécessairement du signal sérieux qu'il fallait prendre en compte. Mais le bavardage des femmes, des enfants et des esclaves relevait nécessairement du bruit et on ne devait pas en tenir compte. Alors, les algorithmes, eux, ne font plus du tout de distinction entre bruit et signal. On a une sorte d'inversion, si vous voulez, un rapport absolument non sélectif à virtuellement la totalité des données disponibles. Toute donnée est a priori insignifiante, mais a, si vous voulez, une sorte de valeur ou de signification d'option. C'est-à-dire que aucune donnée n'a de signification au temps où elle est récoltée, ou en tout cas elle a une signification minime, mais elle est toujours susceptible d'avoir plus de signification et d'avoir une utilité au fur et à mesure qu'elle devient corrélable avec des données qui sont récoltées par ailleurs. Et donc ce qui confère une valeur et une utilité à chaque donnée n'est pas son contenu informationnel au moment où elle est récoltée, c'est au contraire la capacité qu'elle a à être corrélée, à être mise en relation avec une quantité massive d'autres données. Alors pour les juristes, justement, cela montre bien le désajustement entre nos perspectives sur la protection des données personnelles et ce qui véritablement se produit dans un contexte de données massives. Dans un contexte de données massives, la notion de données personnelles perd quasiment totalement en pertinence au profit d'une notion de données toujours relationnelle, puisque c'est la relationnalité de la donnée qui va permettre ce processus de mise en corrélation, c'est-à-dire d'enroulement de la donnée dans la production de ce qu'on appelle des clusters, des patterns, des modélisations qui vont être éventuellement prédictives à condition que la corrélation soit suffisamment forte, qui peut être prédictive. Prédictive de quoi? De nouveaux espaces spéculatifs, c'est-à-dire des risques et des opportunités qui, grâce à la détection par les données, par les algorithmes sur les données massives, deviennent actionnables par avance. Et donc, cette distinction, donc bruit-message, change, et donc le rôle de la politique ou de la dogmaticité ou même des institutions se transforme fondamentalement. Si ce ne sont plus des institutions qui garantissent la distinction entre ce qui relève du bruit et ce qui relève des messages, si donc la sorte de normativité ou plutôt l'anomie en marche de la gouvernementalité n'en passe plus par la reconnaissance de formes, c'est-à-dire par des formes de dogmaticité, la dogmaticité étant cette tendance à toujours reconnaître dans la nouveauté quelque chose qu'on a déjà vu par avant. Ici, on a affaire véritablement grâce aux algorithmes apprenants, à une sorte de curiosité automatique. Si vous voulez, on pourrait définir les algorithmes apprenants comme étant des sortes de machines qui dévorent le monde par petites unités abstraites, et discrètes, et qui recomposent le monde en fonction d'une imagination artificielle qui n'est plus domestiquée que par la fonction objective des algorithmes, c'est-à-dire que par ce que la personne ou la bureaucratie publique ou privée qui utilise l'algorithme, ce qu'elle veut maximiser ou minimiser, c'est-à-dire en fonction d'une logique sectorielle. Alors, en quoi ça transforme l'espace public? Ça transforme radicalement l'espace public dans la mesure où, justement, l'espace public de délibération, etc., de citoyenneté, est progressivement remplacé par une juxtaposition de logiques sectorielles auto-optimisatrices qui ne sont plus arbitrées dans leur compétition pour la maîtrise du virtuel, c'est-à-dire de l'espace du possible, qui ne sont plus arbitrées par rien. C'est pour ça qu'en fin d'exposé, j'expliquerai en quoi nous avons besoin peut-être d'une nouvelle constitution, que nous en sommes arrivés à un moment constitutionnel relativement à ces enjeux.
Donc, en quoi ça transforme notre rationalité? Ça transforme aussi notre rationalité en ce sens que on passe finalement de la reconnaissance des formes à la détection de signaux insignifiants. On passe par la reconnaissance de normes ou l'imposition de normes à la production d'espaces spéculatifs hyperfluides. Et on passe aussi par une transformation finalement de la fonction de normalisation des comportements, de normalisation des situations, vers un système plutôt de neutralisation de la contingence, de neutralisation du possible. Puisque finalement, ce que font les algorithmes apprenants, c'est en quelque sorte compresser le champ des possibles, le réduire pour n'arriver qu'à un seul possible, celui qui est qui n'est pas nécessairement le plus juste, ni le plus vrai, ni le plus valide, mais qui est celui qui correspond le mieux à la fonction objective, c'est-à-dire à l'intérêt embarqué traduit sous forme de fonction objective, c'est-à-dire à la logique sectorielle. Alors, donc, comment ça se passe? On peut se demander, dès lors, en quel sens est-ce que ce n'est pas tyrannique? En même temps, ça paraît très peu tyrannique. On voit bien qu'il y a des effets qui sont quasiment, je dirais, quasiment totalitaires, en ce sens que Hannah Arendt, par exemple, expliquait que le mal absolu, c'est de priver les personnes de leur spontanéité, c'est-à-dire priver les personnes en quelque sorte de ce que Giorgio Agamben appellerait, lui, la puissance, c'est-à-dire la capacité à ne pas être toujours là où ils sont prévus. Cette réduction, en fait, de la dimension de virtualité, la dimension de possibilité, la dimension de pas totalement réalisée, en fait, cette dimension des personnes qui est de la personne, qui consiste en ceci qu'une personne n'est jamais finalement identifiable à ses comportements passés ni aux comportements d'autres personnes, mais qu'une personne est en constant dépassement d'elle-même et habitée par une sorte d'hétérochronie, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais totalement contenue dans aucun présent. C'est cette dimension-là qui est évidemment éminemment affectée par cette gouvernementalité algorithmique. Donc, il y a quelque chose qui, à la fois, paraît éminemment libérateur, en ce sens qu'on a l'impression d'une normativité immanente. Ce sont les signaux en provenance du monde qui finalement produisent la gouvernementalité qui leur convient. Et en même temps, c'est quelque chose qui, parce qu'il y a une possibilité toujours comme dans le langage de Deleuze et Félix Guattari, on dirait reterritorialiser les flux sur le corps du capital, sur le corps du capitalisme, dans ce sens qu'il y a des possibilités incroyables de préemption et d'optimisation qui échappent en fait à toute contestation possible, puisque le virtuel, un risque ou une opportunité, ce n'est encore personne, puisque aussi les catégories ou les clusters qui sont détectés par les algorithmes ne se superposent à aucune catégorie socialement éprouvée, et c'est précisément en cela que la gouvernementalité algorithmique paraît particulièrement impartiale et objective, et à la limite totalement démocratique. C'est en cela que les clusters défont nos images de pensée, défont nos préjugés, n'en passant plus par l'épistème visuel, ont l'air d'être totalement immunisés ou garantis contre le racisme, contre tous les préjugés, etc. Donc ça a l'air très bien. Ça a l'air très bien, en ce sens que ça a l'air totalement immanent et inoffensif. Ça a l'air très bien aussi, en ce sens que comme ce sont des dispositifs qui sont auto-apprenants, ils ont l'air de s'adapter au mouvement de la vie, un peu comme Georges Canguilhem expliquait ce renversement entre les normes et la vie, en expliquant qu'il y a une sorte de normativité de la vie même, et que la vie produit ses propres normes.
Alors, quand on présente les données numériques massives, en quantité massive, comme étant en quelque sorte non plus des signes, non plus des traductions du monde, mais comme si c'était le langage des choses mêmes, une seconde peau du monde, on a véritablement l'impression qu'enfin on peut s'être débarrassé, on s'est débarrassé de toute hétéronomie, de toute forme de domination, de toute forme de gouvernement et d'ingouvernance. Alors, ce n'est pourtant pas tout à fait vrai. Pourquoi? Bon, tout d'abord parce que il y a une quantité de biais. Je vais passer là-dessus très vite parce que je pense que si vous vous intéressez à ce sujet, vous connaissez tout ça très bien. Et les algorithmes ne sont pas... Déjà, il y a des biais dans la fonction objective. Ils ne poursuivent pas simplement une sorte d'adéquation à l'état de fait. Il y a toujours une volonté de transformer l'état de fait pour le rendre plus optimal relativement à des intérêts particuliers. Il y a aussi évidemment le fait que les jeux de données qui enregistrent passivement la réalité sociale n'enregistrent en fait passivement que les résultats de rapports de force et de domination. Et donc, tous les biais qui sont préexistants dans la réalité sociale se trouvent naturalisés dans les big data et optimisés dans une certaine mesure ou contribuent à l'optimisation. Ce qui fait que, bon, c'est comme ce que disait Georges Canguilhem, il disait que les faits, c'est-à-dire les données dans notre langage, en eux-mêmes, emportent toujours leurs conditions. Les faits sont toujours produits par une série de conditions, des rapports de force, des rapports de domination, et qui connaît les conditions des faits les change. Les faits témoignent surtout de ce qu'on n'a pas fait pour les changer. Ils n'ont dès lors pas d'autorité par eux-mêmes. Bon, les travaux de Cathy O'Neill, par exemple, dans Methods of Mass Destruction, mais aussi les enquêtes de ProPublica, les enquêtes d'affaires du recrutement discriminatoire par les algorithmes dans l'entreprise Amazon, tout cela a été montré, et ça a été bien montré qu'en fait, sous prétexte de neutraliser, sous prétexte de rationaliser la décision, l'algorithmic decision making, la décision algorithmique, a abouti finalement à renforcer les normativités sociales dominantes tout en les rendant moins facilement contestables, parce que moins facilement visibles. Alors, ça renforce l'idée, donc, suivant laquelle, alors oui, le premier type de critique, donc, qui est tout à fait spontané face à ce type de biais algorithmique, c'est de vouloir corriger les algorithmes. Il y a tout un mouvement aujourd'hui qu'on appelle les FAT algorithms, Fair, Accountable and Transparent Algorithms. C'est tout ce mouvement de gens extrêmement bienveillants qui sont principalement des ingénieurs en informatique, des gens qui font du design d'algorithmes, etc., et qui veulent corriger tous ces biais. Alors, c'est très bienveillant. Le problème, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que cette idée, finalement, qu'il y aurait possibilité de ne plus avoir de biais, d'avoir réellement un accès à condition de corriger les algorithmes, à condition de corriger les données. L'idée est qu'on aurait enfin un accès véritablement objectif, immédiat, sans représentation, émancipé du joug de la représentation, qu'on aurait véritablement un accès au monde lui-même. Alors, finalement, ça renforce donc cette idée que, à la différence des êtres humains, les algorithmes, eux, à condition d'être perfectionnés, à condition d'être corrigés, sont la réalité sociale et qu'il n'y a plus de distance à mettre, qu'il ne faut plus les considérer qu'il ne faut plus considérer les clusters, les hiérarchies, les scores, les appariements, les personnalisations comme de la représentation, mais comme la chose elle-même. Et donc, ça renforce finalement une sorte de vision, à la fois une sorte de vision qui est à la fois déterministe et platonicienne, d'une sorte d'objectivité mécanique. Alors pourquoi déterministe et pas platonicienne? Tout d'abord, déterministe parce que
ce serait l'idée que le sujet, finalement, n'est rien d'autre que la somme de ces relations et interactions numériques. Déjà, donc c'est une forme de déterminisme et, comme je vous disais, de très grande abstraction. Alors, l'enfer est pavé de bonnes abstractions. On le voit bien ici. Cette abstraction-là, elle est très forte, elle vient finalement de la prégnance du paradigme des théories de l'information, depuis Shannon, cette idée que l'information, contrairement au sens usuel que nous en avons, l'information ne se caractérise pas par la signification. La signification, à la limite, est une sorte d'irritant pour l'information. L'information, pour Shannon, pour l'un des pères de l'intelligence artificielle, donc, l'information, elle a tout à voir avec la gestion de l'incertitude, mais pas du tout avec la signification. Et c'est un irritant, l'information est un irritant, la signification est un irritant, elle est un irritant aussi pour le capitalisme numérique, dans le sens où finalement, la signification, elle rattache, si vous voulez, la donnée, elle rattache nécessairement la donnée à un contexte référentiel, c'est-à-dire à une territorialité, c'est-à-dire à une localité, ce qui évidemment l'empêche de voyager léger, c'est-à-dire ce qui ralentit les flux numériques capitalistiques. Je vous disais que c'est une vision aussi qui est platonicienne, qui effectivement prétend qu'il y aurait bien quelque part une vérité objective qui serait accessible non pas par nous, mais par les machines. Alors ça recoupe très bien un courant de la philosophie contemporaine qui est assez en vogue aujourd'hui, qui est le réalisme spéculatif ou le matérialisme spéculatif de Quentin Meillassoux, qui prétend se défaire finalement du corrélationnisme kantien, disant finalement il y a bien une réalité en soi, indépendamment du sujet humain qui regarde le monde ou qui lui donne une signification ou qui l'interprète, qui se le représente. Il y a une réalité en soi à laquelle on peut avoir un accès. Il y a un accès rationnel à une réalité en soi. Bon, c'est quelque chose que je ne vais pas développer ici parce que ce serait un peu long, mais il me semble qu'il y a une tendance aujourd'hui au réalisme algorithmique, une forme de réalisme algorithmique qui voudrait tout simplement que alors qu'on est dans l'abstraction la plus complète, c'est-à-dire que les algorithmes, ils n'habitent pas le monde matériel, ils n'habitent pas notre monde social, les algorithmes évoluent dans un espace purement métrique, neutralisé, c'est-à-dire dans lequel les dimensions autour de chaque existant ne sont que de pures dimensions spatiales, de pures dimensions géométriques, un espace donc de coordonnées dont le point central, dont le point zéro, n'est plus l'être humain. C'est un espace absolument glacial, c'est un espace dans lequel, c'est un espace absolument invivable, alors, qui nous éloigne bien entendu de la matérialité. Et en cela, si vous voulez, c'est Fair, Accountable and Transparent Algorithm, malgré eux, sans le vouloir, contribue en quelque sorte à cette sorte de vision, une vision d'une objectivité algorithmique sans faille, qui serait une sorte de réalisme algorithmique d'un monde sans nous. Alors, ça y contribue aussi parce qu'en fait, en voulant faire de la justice, de l'équité, de la transparence et de tout cela, non pas des attributs de notre société, mais des attributs d'un sous-système technique qui est un système de boîte noire algorithmique, on veut rendre l'outil, si vous voulez, juste, fair, etc. Et c'est une manière de se désintéresser, en quelque sorte, totalement du rapport ou de l'effet que ces boîtes noires peuvent avoir dans la société, en pratique, concrètement. Donc, on se désintéresse complètement du fait, par exemple, que un faux positif, une détection faussement positive de risque de récidive, par exemple, va affecter bien différemment les personnes suivant les moyens qu'ils ont pour se défendre, pour négocier avec les administrations en charge, etc. Donc, toutes les conséquences matérielles, si vous voulez, ou comme on pourrait dire, suivant Oliver Wendell Holmes et sa théorie de la Predictive Theory of Law, dans sa Predictive Theory of Law, Oliver Wendell Holmes disait « Le droit n'est rien d'autre que la prédiction de la décision
qui va affecter un justiciable, parce qu'au fond, c'est ça qui intéresse le justiciable. Le justiciable, ça ne l'intéresse pas de savoir si le juge a décidé de telle ou telle manière parce que son cerveau a fonctionné de telle ou telle manière, parce qu'il a tel logiciel ou parce que sa femme lui a fait manger quelque chose qui lui faisait mal à l'estomac au moment où il a décidé. Ça lui est égal les raisons pour lesquelles le juge décide comme ça. De la même manière que ça devrait nous être égal, à la limite, que l'algorithme fonctionne de façon fair, accountable and transparent. Ce qui compte, c'est le résultat pour le justiciable. C'est-à-dire que la décision qui lui est imposée lui paraisse juste à l'égard de sa situation singulière et non pas d'un profil abstrait qui lui est assigné parce que certains éléments extrêmement discrets, extrêmement abstraits de sa forme de vie sont statistiquement corrélés à des patterns établis à l'échelle industrielle et qui sont tout à fait impersonnels mais prédictifs. Vous voyez, il y a une sorte de glissement, une sorte de rétrécissement finalement de notre souci pour comment dire, de la juridiction du périmètre de l'espace dans lequel la justice nous fait souci. Et le risque, c'est cette fétichisation d'algorithmes, la fétichisation des données au détriment de la matérialité. Donc, alors, comme le temps passe à toute vitesse, je vais aller très très vite sur le reste. Oui, alors j'avais prévu de vous parler de toute autre chose, mais finalement, voilà, c'est ça l'imprévisibilité finalement. Moi-même, je ne suis pas un algorithme, c'est bien la preuve, et me voilà rassurée. Ce que je voulais dire, c'est que, et pour coller un petit peu au résumé que j'avais envoyé, c'est que ce qui m'a intéressé donc jusqu'à présent, c'est la logique algorithmique donc du machine learning, qui a pour présupposer une forme de mathématisation du monde qui est fondamentalement différente de la statistique. Et statistique, étymologiquement, connaissance de l'état. Alors cette statistique, la connaissance de l'état, qui a permis d'ailleurs, dès le XVIIIe siècle et au XIXe siècle, l'émergence de ce que Michel Foucault a appelé la biopolitique, c'est-à-dire une politique ou une gouvernementalité qui s'intéressait non plus à l'individu, mais plutôt à la population en ce qu'elle est traversée par des phénomènes d'ensemble de type natalité, mortalité, productivité, etc. Et c'était l'enjeu de l'État, c'était de gouverner de manière à maximiser, par exemple, les forces productives sur la totalité d'une population. Mais vous voyez, ça impliquait pour l'État de s'intéresser à quelque chose de très matériel. Qu'est-ce que c'est que la natalité? Qu'est-ce que c'est que la mortalité? Qu'est-ce que c'est que la productivité? Les signaux qui étaient recueillis, ou les signes qui étaient recueillis par les statisticiens de l'époque, étaient signifiants. Ce n'étaient pas des phéromones numériques, c'était signifiant et ils étaient triés en fonction d'hypothèses qui étaient établies à propos du monde. Les hypothèses n'étaient pas, comme dans le machine learning, ignorées. Dans le machine learning, en fait, on ne fait plus d'hypothèses sélectives. Si vous voulez, les hypothèses ne bornent pas la récolte des données. On récolte tout et puis ensuite, les algorithmes détectent au sein même des données les variables significatives, c'est-à-dire les hypothèses. Donc, il y a une sorte d'inversion, on passe vraiment vers quelque chose de purement inductif, qui finalement se détourne complètement de la causalité. Alors qu'avec les statistiques, au sens traditionnel, on pouvait faire de la prévention, parce que toute l'épidémiologie est fondée là-dessus, c'est-à-dire sur la détection des éléments de l'environnement qui génèrent certaines pathologies dans la population. Ça permettait d'établir des liens de cause à effet entre certaines pathologies et certains déterminants environnementaux, ce qui permettait de faire de la prévention, c'est-à-dire agir sur la matérialité du monde de manière à obtenir des résultats satisfaisants. Ici, dans le contexte du machine learning, on se désintéresse complètement de la causalité. La seule chose qui nous intéresse, ce sont les effets. Dès lors qu'on se désintéresse de la causalité, on ne peut plus faire de prévention. On fait de la préemption, c'est-à-dire qu'on va détecter les effets juste avant qu'ils se produisent, mais sans être véritablement en capacité de les anticiper. Et c'est en ce sens qu'il me semble qu'on sort en fait de la gouvernementalité, que c'est peut-être un peu abusivement, que jusqu'à présent j'ai parlé de gouvernementalité, peut-être qu'on est en passe de basculer vers un système d'ingouvernance,
d'une sorte d'ingouvernance qui consiste finalement non plus à gouverner le monde, mais à détecter la contingence et à rendre les pouvoirs éminemment agiles à réagir sur le mode de la résilience just in time à la contingence qui provient. C'est ainsi que, si vous voulez, c'est un mode de gouvernement des bureaucraties publiques et privées qui se rapproche très fortement de ce qu'on appelle le trading à haute fréquence, qui ne vise pas du tout à gouverner, c'est-à-dire aussi notamment à ralentir l'entropie, mais qui au contraire prolifère sur la crise. Et donc, et reproduit la crise constamment. Donc, c'est très anthropique finalement. Hein. On pense que c'est de la rationalisation, que ça nous enferme, que ça nous norme, que ça nous rend tous très, très moyens, très grillés. C'est exactement l'inverse. Je pense qu'on va vers un système de dissipation qui est tout à fait complice du capitalisme aussi, puisque le capitalisme aujourd'hui prolifère surtout en fragmentant toutes les formes individuelles et collectives qui pourraient en ralentir les flux. Et donc, on est vraiment là-dedans. Et les individus sont demandeurs de cela. Pourquoi? Parce qu'on est baigné, parce qu'on pourrait parler en termes d'hégémonie au sens de Gramsci, on est vraiment baigné dans une culture individualiste, dans une sorte de haine de la moyenne et dans un amour de la personnalisation. On ne veut plus que les bureaucraties publiques et privées s'adressent à nous en tant que membres d'une catégorie reconnaissable, en tant qu'une moyenne, mais en tant qu'individu absolument unique. Et donc, on est demandeur de cette très grande fragmentation et d'une reconnaissance par les bureaucraties, non pas tellement de notre singularité, mais de nos particularités repérables et surtout bancables. C'est-à-dire, voilà. Donc, les individus sont vraiment dans une perspective finalement de maximisation de leur capital humain numérisé, ce qui contribue véritablement, et de self-branding, hein, ce qui contribue véritablement encore à augmenter la force du capitalisme. Alors, je vais en terminer dans une minute. Est-ce que j'ai encore une minute pour finir? Oui, une petite minute. Donc, la difficulté, évidemment, ce qui pose un problème insoluble pour la critique qui est habituée à s'attaquer aux représentations, hein, puisque pour Foucault, par exemple, la critique consiste essentiellement à remettre en question, à questionner les catégories à travers lesquelles nous sommes prédisposés à reconnaître et à évaluer les événements du monde. À partir du moment où il n'y a plus de catégories, et à partir du moment où on est à un niveau pré-sémiotique, où on n'a plus de signes ni de représentation de quoi que ce soit, la critique est un petit peu... on lui a coupé l'herbe sous le pied, si vous voulez, les pieds. Le travail de la critique a toujours déjà été fait par le machine learning et la récursivité, c'est-à-dire l'adaptation en temps réel des algorithmes eux-mêmes. Donc, on est en difficulté. Alors, quel type de critique on peut néanmoins opposer? Alors, bon, la critique, on peut opposer une sorte de critique idéologique dont je n'ai tracé que les très très grandes lignes. La critique du capitalisme numérique, c'est-à-dire de la dernière mutation en date du capitalisme. Bon, on peut la dénoncer et je pense que cette dénonciation est très juste, mais ça ne nous avance pas sur le plan des solutions. Ça nous désespère certainement, mais sur le plan des solutions, alors on peut outre ces critiques idéologiques, il y a toutes les critiques réformistes, et je n'en reparlerai pas parce que c'est ce que j'ai énoncé en parlant des Fair, Accountable and Transparent Algorithms. C'est un exemple de critique réformiste, c'est-à-dire qui se désintéresse totalement des agencements collectifs et se focalise exclusivement sur les machines numériques. Ces critiques réformistes, elles visent soit à encoder dans les algorithmes des principes fondamentaux de l'état de droit libéral, en gros, hein, du libéralisme, alors que c'est quand même, si vous voulez, cette hégémonie du libéralisme rend les individus très peu capables d'être résilients face au capitalisme numérique. Donc, soit on peut vouloir dénoncer la reconduction algorithmique des biais, mais ça, j'ai déjà parlé des limites. Et donc, en conclusion, qui ne sera pas une conclusion parce que ce n'est pas une solution, il me semble que reconnaître le fait que les clusters, que les modélisations algorithmiques contournent bel et bien tout ce qui, pour nous, a consistance de sujets, d'objets, de collectifs,
ça nous permet peut-être de penser une troisième espèce de critique qui n'est plus une critique idéologique ni une critique épistémologique qui toujours sont tournées vers l'arrière, vers le passé en quelque sorte, mais critiquer en fonction de l'avenir. C'est-à-dire quelles sont les formes, quelles formes peut-on opposer, comment faire face et donner forme collective face à cette hyperfragmentation, cette hyperaccélération de la fragmentation et de la dissipation de tout, y compris toutes les énergies qui existent. Et donc, ce serait vraiment une sorte de critique ontologique, hein, considérer que les clusters sont des productions agissantes d'une réalité. Cette réalité correspond donc à de nouveaux espaces spéculatifs actionnables, effectivement, pour ceux qui décident des fonctions objectives et qui court-circuitent les espaces-temps délibératifs dans lesquels il nous serait possible de faire face collectivement à l'incertitude. Et donc, par rapport à cela, la seule chose qu'on peut faire, c'est créer de nouvelles hyperstitions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une hyperstition? C'est une fiction qui crée sa propre réalité, de la même manière qu'une constitution. Une constitution est une hyperfiction. C'est un nouvel espace-temps. Ça se rapproche un peu de ce que Gilles Deleuze et Félix Guattari appelaient les machines de guerre. Une machine de guerre n'a rien à voir avec la guerre, elle est une nouvelle manière d'habiter l'espace-temps ou de créer de nouveaux espaces-temps. Et une constitution a ceci d'intéressant que précisément, elle est toujours signée, écrite en fonction d'un advenir qui n'est pas déjà là. Elle reconnaît que le peuple manque et donc qu'il est nécessaire pour les pouvoirs existants dans le présent de s'auto-limiter, et y compris d'auto-limiter la prédation du virtuel pour laisser place à d'autres projets, c'est-à-dire à du projet sans prédiction plutôt qu'à de la prédiction sans projet. Voilà, je vais en terminer ici. Je crois que j'ai un peu dépassé mon temps de parole. Je vous remercie pour votre patience. Bon, c'est moi qui vous remercie vraiment beaucoup par votre très belle exposition. En fait, ça fait penser beaucoup. J'ai plusieurs questions à vous poser, mais je vais choisir quelques-unes ici. J'ai déjà reçu quelques questions aussi. Et bon, heureusement qu'il y a encore de l'imprévisible dans le monde et qu'on peut encore être, disons, surpris par quelque chose qui n'est pas totalement prévisible. Et merci beaucoup. Bon, alors je vais commencer par une question, disons, ancienne qui m'accompagne déjà pendant la lecture de quelques-uns de vos travaux et qui apparaît maintenant aussi dans votre présentation d'aujourd'hui, qui parle de la liberté humaine. En fait, voyez-vous une sorte de perte ou un affaiblissement de la liberté humaine au sein de cette nouvelle gouvernementalité? Vous avez parlé, par exemple, maintenant de la réduction du champ du possible. Bon, alors la question que je vous pose plus directement, c'est dans quel sens étions-nous plus libres ou moins libres? Dans quel sens exactement? Et pensez-vous, par exemple, que Foucault serait d'accord avec, par exemple, la thèse selon laquelle nous étions peut-être plus libres dans le passé que nous ne le sommes aujourd'hui. Bon, alors ça c'est la première question. Je voudrais juste vous écouter un petit peu plus sur ce sujet-là, mais après, je vais recevoir aussi d'autres questions et vous adresser. Merci. D'accord. Je vous remercie pour cette magnifique question, bien entendu. Alors, pour moi, je dois dire que ma position relativement à la liberté, au libre arbitre, etc., je ne suis pas nostalgique de quelque chose qui n'a jamais existé. Je pense que nous n'avons jamais été des êtres en parfaite maîtrise des conditions de notre propre intentionnalité. On sait depuis, la psychanalyse nous le montre, mais Althusser aussi, on le sait que finalement, la liberté est une sorte, pour moi, je suis lectrice de Robert Musil, lui avait une assez belle formule. Il disait que la liberté, c'est le sentiment de faire volontairement ce qu'on veut involontairement. Et je trouve que c'est une belle formule, mais ce que l'on perd avec la gouvernementalité algorithmique, c'est
la possibilité d'énoncer par soi-même, au-delà et indépendamment du vrai ou du faux, par toutes sortes de fabulations, énoncer par soi-même ce qui nous fait agir. Il me semble qu'en tant qu'être humain, nous n'existons pas véritablement indépendamment des formes que nous nous donnons. Pour moi, le sujet, et en particulier le sujet de droit, est toujours une mascarade. C'est-à-dire, c'est une performance identitaire. C'est pas pour autant, et je tiens très fermement à ce caractère éminemment cosmétique et artificiel du sujet. C'est à travers les formes que nous nous donnons que nous entrons en relation avec les autres et que nous pouvons nous individuer. On ne s'individue jamais tout seul, là, parce que Simondon nous l'a montré, ce sont des processus de transindividuation. Or, les flux numériques, ils passent à travers le masque social, à travers toutes les tentatives et stratégies d'éditorialisation que nous produisons pour détecter des choses qui pour nous n'ont aucune signification, qui ne relèvent pas de la transcription consciente et qui relèvent, voilà, comme je vous le disais, du phéromone. Et ce qu'on perd, si vous voulez, c'est la possibilité de faire valoir cette artificialité qui est constitutive de ce que nous sommes. Voilà, il me semble que ça c'est un aspect. Un autre aspect, ce que nous perdons aussi, je l'ai très très brièvement évoqué déjà, c'est cette possibilité de ne pas être là où nous sommes attendus. Si vous voulez, ma définition de la liberté, elle est extrêmement en creux, elle est extrêmement contrefactuelle. Je ne sais pas ce que c'est que la liberté, mais je sens très bien quand je ne suis pas libre. Et je ne me sens pas libre quand précisément je n'ai pas... Comme Jacques Derrida le disait aussi, hein, il disait le propre de l'être humain par rapport à l'animal, c'est la possibilité que l'être humain a d'effacer ses traces, de mentir, de contrefaire, toutes ces genres de choses, c'est-à-dire par le langage, par la cosmétique subjective, à la fois de rationaliser, alors c'est ce que disait aussi Slavoj Žižek, il disait par exemple, cette capacité que nous avons de rationaliser a posteriori et de nous raconter à nous-mêmes des histoires qui vont constituer notre autobiographie. Nous sommes des êtres autobiographiques qui font, par exemple, lorsqu'on tombe amoureux, peut-être que les raisons sont juste chimiques. Peut-être qu'il y a un déterminisme absolu et qu'il n'y a, ou au contraire, que ce sont des conditionnements sociaux, etc. Mais cette possibilité que nous avons d'enchanter par après la rencontre en disant « nous étions faits l'un pour l'autre », cette possibilité, si vous voulez, de romancer, elle est essentielle à la relationnalité. Nous fonctionnons sur du récit et sur de la fabulation. Et je pense que la liberté, elle est intrinsèquement liée et dépendante de cette fabulation. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Lars von Trier, Mélancolia. À la fin du film, c'est ce qui nous permet aussi d'échapper à l'horreur absolue. C'est cette fabulation d'un abri de fortune qui, soi-disant, protège les protagonistes, protégera un temps les protagonistes, non pas contre la mort, mais contre l'horreur. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est pour ça que nous sommes des êtres éminemment symboliques, en fait. Tout ce que nous échangeons, c'est du symbole. Si vous voulez, de la gouvernementalité algorithmique, elle passe par en dessous des symboles et nous prive de la symbolisation. Bon, merci. J'ai une autre question qui a été posée par Caio Lara, qui est l'un des organisateurs ici de l'événement. Je vais faire une sorte d'introduction parce que moi-même, j'avais une question qui allait dans la même direction. En fait, vous avez parlé maintenant qu'il y a un caractère, disons, quasiment totalitaire dans cette nouvelle gouvernementalité. Alors, je vous demande, on peut encore, à votre avis, parler de microfascisme ou d'une sorte de fascisme dans ces domaines-là? Peut-on parler d'un nouveau mode de fonctionnement du pouvoir qui est plus insidieux, qui masque, disons, son caractère totalitaire? Et dans quelle mesure les notions de fascisme ou de totalitarisme sont-elles encore utiles aujourd'hui en tant qu'outils, par exemple, explicatifs pour décrire la réalité aujourd'hui?
Et bon, je vais lire la question de Kailar parce que c'est proche. Il demande, professeur, on sait que lors de la pandémie du Covid-19, de nouvelles façons de surveiller les personnes par des algorithmes ont été mises en place, avec la justification initiale de lutter contre le virus. En Chine, le gouvernement a obtenu de bons résultats pour contenir la contamination, mais de nouvelles mesures autoritaires pour restreindre sévèrement les libertés ont été prises, notamment l'interdiction de la locomotion dans les trains et les avions par des personnes qui n'ont pas obtenu de bons résultats dans le système de crédit social qui a été créé là-bas. Et bon, il demande, quelle est l'ampleur de cette nouvelle menace pour les libertés individuelles fondamentales et des dictatures algorithmiques peuvent-elles surgir? Bon, alors, s'il vous plaît. Ce sont des questions magnifiques et des questions immenses. Vraiment, vous me mettez face à des défis très, très difficiles. Ce sont des magnifiques questions. Alors, sur la question alors, je ne sais pas s'il faut... Parfois, j'hésite entre le totalitarisme et le microfascisme pour décrire la situation. Il y a des caractères totalitaires, c'est-à-dire totalisants, dans la prétention, par exemple, d'une sorte d'idéologie technique des données massives à être totalement exhaustif, c'est-à-dire à épuiser le monde dans tout son passé, son présent, mais aussi son avenir, avec cette prétention à pouvoir prédire, ou en tout cas, non pas prédire, mais préempter, c'est-à-dire agir par avance, donc éradiquer la part, ce dehors ou l'incalculable, cette capacité qu'ont les algorithmes à métaboliser même l'incalculabilité, à métaboliser même leurs propres erreurs, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a plus véritablement de dehors. Et en ça, ça paraît un peu totalitaire. Ça évacue une dimension de dehors, qui néanmoins, à l'occasion du surgissement de ce monstre minuscule qu'est le coronavirus, nous a montré des limites très évidentes. Avant que le coronavirus fasse les gros titres de tous les journaux chez nous, ce dont on parlait beaucoup, c'était l'intelligence artificielle qui allait tout rationaliser, nous aider à gérer la crise climatique, la crise écologique, la crise sociale, toutes les crises dans tous les sens. Et puis voilà que tout d'un coup, dans l'angle mort du numérique, c'est-à-dire dans la matérialité touffue des forêts et des marchés, arrive ce monstre minuscule qui véritablement dévore le monde et dévore la planète dans son ensemble. Et donc, on voit bien que cette prétention à la totalité, elle se voit arrêtée d'un coup par la matérialité. Il y a finalement une sorte de récalcitrance du monde lui-même dans sa matérialité, dans son organicité vivante, à toute tentative d'organisation excessive. Et là, on le voit. On voit la difficulté qu'ont nos pays à gérer ça. Et ce sorte de totalitarisme néolibéral numérique, en fait, a défait nos capacités de multilatéralisme, nos capacités de solidarité, nos capacités, en fait, de résilience. À cause de cette croyance en notre capacité technologique de réagir à la contingence au quart de tour et de façon efficace, on n'a plus rien prévu en fait. On n'a pas pu anticiper et la catastrophe est arrivée. Donc on voit que c'est une prétention totalitaire, mais qui est extrêmement fragile, et très peu résiliente. Alors, en quoi est-ce que ça paraît un peu fasciste? Ça paraît un peu fasciste dans le sens, non pas où effectivement ça fonctionnerait vraiment bien pour nous transformer en robots préformés, préprogrammés, etc. En fait, ça ne marche pas comme ça, mais ça fonctionne finalement en soulageant les décideurs d'avoir à justifier leurs décisions et d'avoir à en assumer les conséquences. Quand on se sert d'un algorithme et donc du décisionnisme algorithmique, de l'optimisation
qui prétend décider, c'est-à-dire produire une seule solution à un problème complexe et une seule solution qui s'impose sur le mode du résultat d'un calcul, c'est-à-dire sur le mode de la nécessité et non pas du choix, à ce moment-là, les décideurs n'ont plus à justifier les décisions. Ils suivent le résultat du calcul sans autre forme de procès. Et c'est Luciana Parisi, dans un article très intéressant, qui comparait justement ce décisionnisme algorithmique à certains actes de parole de Mussolini, dans lesquels il assumait totalement le fait d'être responsable de la mort de beaucoup de personnes, en disant finalement, je n'ai pas à me justifier, ça s'impose. Et le fait de ne pas me justifier, ou un peu comme Monsieur Donald Trump, avec ses alternative facts, qui parvient, malgré le fait que c'est énorme comme une maison, on sait que c'est faux, mais il le dit quand même, plus c'est faux, moins c'est justifié, plus ça renforce l'aura de pouvoir, cette sensation d'être au-dessus des faits et au-dessus de la nécessité de se justifier. Et donc ça, c'est un trait qui est quand même assez fasciste. Un troisième trait aussi, dont on trouve trois thèses qui sont convergentes dans un livre qui s'appelle Society.Inc, je pense, Society Incorporated, dans lequel, en fait, Rick Santner et deux autres co-auteurs nous parlent de l'émergence, finalement, de ces crowds, les foules sur Internet qui ont suivi, par exemple, massivement Donald Trump. Ils essayent de comprendre pourquoi des gens ont voté même contre leur intérêt pour Trump. Et pourquoi il y a une masse comme ça pourquoi le moindre tweet de Trump traversait la planète, se répandait sur toute la planète à une vitesse incroyable. Nous avons tous contribué à ça. Nous avons tous contribué parce que ça fonctionne à la jouissance. Il y a une sorte de jouissance, soit à être choqué, soit à suivre une marque. Ils expliquent que Donald Trump, c'est d'abord une marque. C'est du branding, c'est une marque. Il n'y a pas de contenu, c'est idiot, c'est fou. Il n'y a pas de contenu, mais on a cette tendance, et aujourd'hui, il y a une sorte de fascination pour la marque, pour le branding. Il y a des maîtres marques comme Donald Trump, et puis nous sommes tous en train de nous produire comme des marques. Le nom propre sur Facebook devient une marque, le self-branding. Et ça, c'est microfasciste. C'est microfasciste, c'est des mouvements absolument irrationnels, mais qui produisent des effets dévastateurs. Alors, concernant le Covid et le crédit social, est-ce qu'il y a de nouvelles menaces pour les libertés individuelles, voire une dictature algorithmique? Ce que moi j'ai remarqué ici, dans la petite localité belge où je suis, c'est vraiment un tout petit coin minuscule du monde, mais la manière suivant laquelle le Covid a été ingouverné, non gouverné, undergoverned, c'est précisément à cause de cette possibilité de détecter les signaux en temps réel. Nos politiciens n'ont plus aucune stratégie, en fait. Ils suivent les oscillations des courbes, les hospitalisations, les morts, les contaminations, tous les jours, voire heure par heure, et adaptent la jauge des mesures coercitives, attentatoires aux libertés, en fonction du taux d'occupation de nos hôpitaux et des soins intensifs. La variable d'ajustement, elle est effectivement dans nos comportements, nos déplacements, etc. Et d'un autre côté, les politiciens sont aussi contraints par la sismographie des réseaux sociaux qui montrent l'acceptabilité populaire ou la popularité des mesures. Et donc, ils réagissent non pas comme des politiciens qui ont un projet ou une stratégie, mais comme des sismographes qui enregistrent des signaux et réagissent sur le mode réflexe au signal en temps réel. Donc c'est ce que j'ai perçu. Alors, le sentiment de très grande, finalement, je pense, de très grande, du fait que tout ça est très attentatoire, que les mesures sanitaires sont attentatoires à nos libertés, est directement lié, à mon sens, à cette perception très justifiée d'une absence de stratégie et donc d'une sorte d'arbitraire des mesures. Elles ne sont pas tellement justifiées, elles sont moins justifiées à la limite par la connaissance scientifique qui précisément manque
relativement à un nouveau phénomène comme ce virus que par cette sorte d'anomie finalement et de réaction sur le mode réflexe. Alors on a l'impression qu'ils font des caprices. On ouvre les écoles, on ferme les commerces, on ouvre les théâtres, mais pas les cinémas, on ouvre les terrasses de restaurants, mais pas les coiffeurs. Et vous voyez, les gens ont le sentiment qu'en fait, il leur est impossible d'adhérer à une logique gouvernementale parce que la logique n'est pas présente. Je pense que c'est surtout ça. La menace, elle est dans l'anomie, en fait. L'anomie est génératrice d'une énorme angoisse, de beaucoup d'anxiété. Durkheim l'avait dit dans son livre sur le suicide. Il avait détecté finalement une augmentation radicale du nombre de suicides avec finalement l'effondrement des collectifs, des agencements collectifs qui pouvaient tenir les gens ensemble. Ici, non seulement les gens sont de plus en plus isolés, mais en plus, ils font face à des mesures qui leur paraissent parfois à raison tout à fait arbitraires. Alors, est-ce que le crédit social chinois est quelque chose qui, à la chinoise, qui risque de nous arriver? Je ne pense pas. Je pense qu'on est face à des dynamiques tout à fait opposées. À mon sens, dans le contexte du crédit social chinois, on est encore dans la normalisation des comportements extrêmement forte et une normalisation qui est assumée par une figure autoritaire très repérable, qui est le parti central chinois. Hein. Et donc là, l'autorité, elle est assumée par une figure concrète. Et on connaît aussi la norme. On sait qu'on doit être fiable, on sait comment on doit se comporter pour être fiable, plus ou moins. On sait ce qui est attendu de nous en Chine. Tandis que chez nous, c'est exactement l'inverse. On ne gouverne plus les comportements, il me semble, hein, on n'essaye plus d'imposer des normes, mais on rend le pouvoir éminemment agile pour réagir en temps réel aux comportements aléatoires des individus. Et donc, je pense que ce sont des dynamiques qui sont tout à fait différentes, qui essayent de faire face de manière complètement opposée au même problème, qui est une dislocation du commun. Mais la réplique est tout à fait différente. Je dirais que les technologies numériques en Chine renforcent un pouvoir centralisé et une normalisation des comportements très forte, tandis que chez nous, ces mêmes technologies, cette gouvernementalité algorithmique a pour effet de diluer complètement les instances de décision, voire de les faire disparaître au profit d'une sorte d'anomie extrêmement anxiogène et d'un capitalisme numérique qui finalement remplace en quelque sorte les autorités institutionnelles traditionnelles. Il y a du coup des phénomènes d'allégeance qui émergent. On fait allégeance, en gros, on fait allégeance à Google, etc. Ce qui m'a frappé aussi relativement au Covid, c'est que les gens font quand même beaucoup plus confiance aux entreprises privées comme Google, Facebook, pour leur donner des données personnelles que finalement au ministère de la Santé, à la limite, chez nous, ce qui est assez particulier. Merci. Au revoir. Je vais passer la parole maintenant pour Cécile Almeida. Cécile, vous êtes prête? Voilà. Alors, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Rouvroy. Je suis vraiment contente et c'est un honneur énorme vous rencontrer, encore que virtuellement. Vous parlez d'un sujet que je pense peut-être c'est le sujet politique, juridique, philosophique qui nous défie tous les temps dans notre actualité, dans notre temps. Donc, je voudrais vous écouter encore un petit peu sur ce que vous appelez les moments constitutionnels. Comment on peut penser ces moments constitutionnels? Ce serait quoi un nouveau ordre juridique dans cette société ordonnée pour les algorithmes, une société dont des sujets sont dématérialisés, comme vous-même dit, et surtout, je voudrais vous écouter sur
quelle serait la place, quels seraient les rôles des grandes entreprises dans ce moment constitutionnel, des entreprises qui manipulent, qui rendent compte de tous ces big data. Donc, c'est une question, une autre que si vous me permettez, c'est un moment privilégié. Vous êtes très, très libre ici au Brésil. Hein. Donc, je voudrais savoir, il y a beaucoup de spécialistes, de penseurs qui vont dire qu'on marche vers une fusion entre la vie numérisée, la vie digitale, la vie virtuelle et la vie concrète, la vie réelle, la vraie vie. Je voudrais vous entendre. Qu'est-ce que vous pensez sur cette indifférenciation? Ici, cette indifférenciation, cette indistinction, ça va contribuer pour l'émancipation humaine ou au contraire, on va être chaque fois plus prisonnier de ces problématiques qui vous expliquez tellement bien. Merci. Merci, Cécile. Antoinette, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mais vraiment, je suis très émue d'être avec vous au Brésil parce qu'il est très rare d'avoir, après une conférence, autant de questions vraiment intéressantes et sur les questions vraiment centrales. Je vous remercie infiniment. Alors, sur cette question du moment constitutionnel, c'est une hypothèse sur laquelle je suis en train de travailler pour l'instant. Donc, je n'ai rien de très, très, très stabilisé. Hein. C'est quelque chose que je voulais lancer pour la discussion. Cela dit, ce que j'envisage, un peu comme Tubner peut en parler parfois, qu'est-ce que c'est qu'une constitution? Une constitution, tout d'abord, elle a pour but de limiter les pouvoirs. Limiter les pouvoirs dominants, hein, des pouvoirs du présent, qui sont présents. Quels sont aujourd'hui les pouvoirs? On a les individus, les États et les GAFAM. Donc les grosses entreprises de l'Internet ont aujourd'hui concentré une quantité, une masse, une intensité de pouvoir incroyable. Par exemple, Facebook concentre en quelque sorte l'équivalent du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. Finalement, on l'a vu quand il a banni Trump, quand Facebook a banni Trump, par exemple, il a aussi une sorte de cour suprême. Facebook a installé une sorte de cour suprême pour gérer ce genre de questions. Donc, ils ont de fait, ces GAFAM ont acquis un pouvoir bien supérieur à beaucoup d'États, voire même des régions. Ces GAFAM aujourd'hui préemptent la régulation dans un certain nombre de cas, voire la rendre inefficace. Par exemple, ici dans l'Union européenne, on souffre beaucoup d'une sorte de concurrence fiscale entre les États de l'Union européenne pour retenir les GAFAM sur leur sol. Et donc, il y a une sorte de, si vous voulez, et c'est à cause de notre incapacité à nous harmoniser fiscalement, mais du coup, si vous voulez, les États sont en concurrence pour taxer le moins possible les GAFAM, pour leur accorder les régulations nationales les plus favorables, etc. Donc, vous voyez, ils défont finalement, par exemple, toutes les protections sociales, toutes les régulations fiscales. Ils sont capables de contourner tout cela, tout en très stratégiquement, en se présentant comme bienveillants au point d'engager des ethical advisory boards, des comités d'éthique, etc., pour montrer qu'en fait, la régulation, ils peuvent la faire eux-mêmes. Donc, il y a une sorte de privatisation de la régulation, si vous voulez. Ils sont très présents ici aussi à Bruxelles, par exemple, parmi les lobbies. Ce sont des lobbies extrêmement puissants. Donc, on voit bien qu'il y aurait tout intérêt à les rendre partie à une constitution à l'échelle internationale dans lesquelles il y aurait non seulement les citoyens, les États, mais aussi les GAFAM, parce qu'il conviendrait qu'ils s'autolimitent également. Alors, s'autolimiter au nom de quoi? Au nom précisément
la protection d'une sorte ou dans la perspective, à mon sens, d'une sorte de triple écologie, sur le mode que préconisait Félix Guattari, une triple écologie qui est vraiment indispensable aujourd'hui et qui combine une écologie environnementale et climatique, une écologie sociale et une écologie psychique, parce qu'il y a aussi tous les enjeux de l'attention. On parle beaucoup aujourd'hui du rush, et Shoshana Zuboff en a beaucoup parlé aussi, etc., du rush sur l'attention. L'attention des individus est devenue quelque chose, est devenue un bien que les GAFAM essayent de s'accaparer dans cette économie attentionnelle, etc. Donc, c'est un peu ça que j'envisageais en me disant, finalement, le virtuel est une sorte de no man's land, pour la simple et bonne raison que précédemment, le possible lui-même n'était pas quelque chose qu'on pouvait vraiment représenter. Et donc, comme on ne pouvait pas le représenter, quand on ne pouvait pas en faire une carte, une map, on ne pouvait pas agir dessus. On ne pouvait pas s'accaparer un territoire dont on n'avait pas fait la cartographie. Maintenant qu'on peut faire des modélisations algorithmiques, ça ouvre tout un nouveau territoire qui est le territoire du virtuel, c'est-à-dire virtuel au sens vraiment de Deleuze, comme étant cette couche du réel qui représente ses potentialités de développement. C'est tout ce possible. Et donc, pour ce nouveau territoire du virtuel, il faut une nouvelle constitution. Est-ce que ça doit prendre... oui, c'est une sorte de nouvel ordre juridique, sans doute, qui va être très difficile à imposer aux GAFAM. Alors, je ne sais pas, vous voyez, je suis encore dans une sorte de pensée magique ici, à croire que parce que j'énonce la nécessité d'un nouveau constitutionnalisme, automatiquement, c'est quelque chose qui va être possible. Je n'en suis pas du tout sûre. Il y a un rapport de force qui est extrêmement grand et il faudrait vraiment une coalition de tous les États pour pouvoir forcer les GAFAM à rentrer dans une forme de constitutionnalisme. Alors, relativement à des sujets dématérialisés. Alors, je ne pense pas, moi, que les sujets soient dématérialisés. Nous existons encore en chair et en os, même si je ne vous vois que derrière un écran. Je sais qu'il y a une réalité matérielle qui s'appelle Cecilia Almeida et qui a une consistance de sujet et qui a une vie et une singularité qui échappe totalement, en tant qu'elle est singulière, à la détection des régularités par le numérique, des régularités. Vous êtes bien autre chose que ces profils, etc. Donc, je pense que les sujets matériels, précisément, et c'est là que, pour avoir ce moment constitutionnel, il me semble qu'il faut interrompre quelque peu le temps réel et l'absence d'espace, ou cet espace sans lieu du numérique, pour véritablement nous retrouver comme sujets matériels, les uns confrontés les uns aux autres à tout ce qui n'a pas été prévu pour nous, c'est-à-dire un commun qui ne nous est pas destiné nécessairement individuellement, mais qui nous concerne tous en commun. Quand je dis tous, c'est nous qui sommes vivants maintenant, mais nos enfants et des enfants de nos enfants, tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de laisser de traces numériques et qui donc n'existent pas pour les algorithmes et ne sont pas pris en compte. Donc, la Constitution permet de prendre en compte le lointain, le commun, l'irréductible passé et l'irréductible de l'avenir. C'est en ça qu'il me semble que disons que c'est plus un vœu pieux que quelque chose que je perçois comme déjà réalisable. Mais il me semble en tout cas qu'il y aurait des intérêts à réaliser des sortes de coalitions entre personnes de bonne volonté pour aller dans ce sens-là. Ce serait une sorte de nouveau mouvement social pour exiger un mouvement social international, j'ose pas dire l'international, mais quelque chose comme ce qui était peut-être en rêve dans certains projets communistes, il faut bien le dire, une sorte d'international qui nous relie en tant qu'humains et en tant qu'habitants de la planète. Parce que les enjeux sont vraiment planétaires et sont vraiment collectifs. Donc, nous avons à faire monde commun avec les vivants, en fait. Et je parle des vivants, pas seulement les vivants humains, c'est-à-dire tenir compte aussi de ce qui n'a pas de voix et ce qui nous permet quand même de vivre autour de nous. Alors, en ce qui concerne la fusion cyberphysique dont vous parlez, je crois que c'est effectivement une sorte de perspective. Moi, je ne crois pas à cette possibilité d'une indistinction
entre l'abstraction numérique, qui restera toujours une sorte d'abstraction et toujours une sorte de réduction, en fait, et la vie matérielle et la vie organique. C'est d'une telle déterritorialisation, il y a une déterritorialisation qui est constitutive de cette couche numérique et qui n'est pas compatible avec une vision d'une fusion totale, il me semble. Il y aura toujours des tas de choses qui échapperont, qui ne sont pas numérisables, qui ne sont pas numérisées, et bien heureusement, et ce sont souvent les choses les plus joyeuses, en fait, et ce qui nous affecte, parce que l'affect passe quand même par le corps, les désirs passent par le corps aussi, hein, et ce qui produit de la bifurcation, c'est toujours des lignes de désir, hein, pour parler un peu de nouveau comme Deleuze et Guattari. Par contre, je crois qu'il y a véritablement un projet idéologique qui va dans ce sens-là. Il y a un projet idéologique qui voudrait en quelque sorte que les individus soient résorbés en tant qu'individus dans l'infrastructure numérique. C'est tout le projet, par exemple, des Resilient Cities, Smart Cities, qui font finalement des individus, non plus des citoyens, mais simplement des supports de données, c'est-à-dire des émetteurs et des vecteurs de données numériques. Je pense que ce n'est pas un projet qui, moi, personnellement, m'enthousiasme. Quand bien même il est vendu ou il est marketé, notamment par Google Alphabet, qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a quelque temps, il y a eu une fuite d'un petit film qui était destiné en fait aux employés de Google et qui montrait la vision de Google à long terme. Et ils appelaient ça le selfish ledger. C'est-à-dire cette idée que, un petit peu comme, si vous voulez, chacun d'entre nous a une sorte de code génétique, il y aurait une sorte de code numérique déterritorialisé qui ferait en sorte d'adapter notre environnement, un peu comme notre génome interprète l'environnement pour adapter notre organisme aux transformations de l'environnement. Là, ce serait l'environnement lui-même qui s'adapterait totalement à tous les désirs qui sont nos désirs tels qu'ils sont anticipativement repérés par des algorithmes, nos besoins, les dangers, etc. Et donc c'est un monde absolument, de mon point de vue, sans surprise dès lors, qui enferme chacun finalement dans sa propre référence statistique et sans commun. Et donc c'est un monde, à mon avis, sans monde. Donc voilà. Bon, merci Cécile pour la participation aussi, merci Antoinette Rovoy. Bon, on va pour la dernière question maintenant. J'appelle Rony. Rony, vous êtes là? Tout est prêt? Alors, voilà. Alors, s'il vous plaît. Bom, obrigado. É prazer poder ouvir a professora Rovoy. Marco, eu vou precisar da sua ajuda para traduzir depois, por favor. A minha questão vai na direção dessa captura objetiva do mundo, dos fenômenos, dos eventos do mundo, dessa captura da própria vida, que é pretendida pela governamentalidade algorítmica. Eu me recordo de um texto de sua autoria, não é? Se não me engano, de 2016, o texto A Governamentalidade Algorítmica ou a Arte de Não Mudar o Mundo, onde ali, num determinado momento em que se discute a ideologia técnica do Big Data, é feita uma referência ao pensador francês, né, o Georges Canguilhem. Não é? Isso para falar sobre a insubmissão da vida em relação às normas que seriam externas à própria vida. Não é? E aí, nesse texto, professora, você continua dizendo o seguinte, que é a vida, ou antes, são os movimentos da vida, tornados, no que diz respeito aos movimentos da vida, eminentemente rastreáveis, calculáveis, graças ao que você denomina como feronômios digitais, emitidos de um modo quase necessário em uma vida cotidiana cada vez mais digitalizada. São esses movimentos da vida que produzem as normas, de uma maneira absolutamente imanente. Não é? Nesse texto você diz isso. Bom, eu fiz essa referência para colocar uma questão, e eu vi que Caio fez uma questão fazendo referência à Covid-19, porque quando
do começo, né, da pandemia de Covid-19, quando do surgimento desse evento, né, da Covid-19, não seria a Covid-19, não é, um exemplo de como, por mais possibilidade de rastreabilidade, de captação de informações, de conhecimento do mundo e de conhecimento da própria vida, sempre tem algo que escapa à massiva coleta de informações de dados? Ou seja, o que eu quero dizer com isso é, a Covid-19 não nos mostra, não é um exemplo que nos mostra que esse dataísmo exacerbado não é capaz de nos fornecer uma certeza radical, porque ela não pode abarcar o próprio acaso? Seria essa, a minha pergunta vai por aí. Rony, eu vou pedir para você me ajudar um pouquinho no início da pergunta, porque era muita coisa, eu não sei se... O nome do texto qual que é mesmo? A governamentalidade algorítmica? Governamentalidade algorítmica ou a arte de não mudar o mundo. É esse o texto. Tá. Bon, alors, Madame Pouvra, je vais essayer de faire un résumé de la question. Il parle d'après un texte qui s'appelle « Gouvernementalité algorithmique ou l'art de ne pas changer le monde ». C'est un texte que vous avez écrit, ça fait déjà quelques années. Et ce qui lui intéresse, c'est surtout la question de comment on attrape la vie, comment on prend la vie, disons, par le moyen de ces nouvelles technologies et tout ça. Et lui, il met l'accent sur la question de la vie qui reste toujours, d'une certaine façon, insoumise aux règles, qui échappe toujours de cette, disons, de cette tentative-là, ces essais de l'attraper tout le temps. Et bon, il rappelle aussi ce que vous avez parlé aujourd'hui, le terme phéromone digital. Moi, au numérique, phéromone numérique, j'ai bien aimé aussi, il rappelle que dans ce texte-là, vous avez parlé de phénomènes de la vie qui produisent les règles, qui donnent origine aux règles, qui font les règles d'une certaine façon. Et à la fin, la question qu'il veut poser parle de l'expérience du Covid-19, notre expérience d'aujourd'hui, et qui en fait, c'est un exemple de rastreabilité, d'emploi de nouvelles technologies dans de différentes façons, dans plusieurs lieux au monde entier et tout ça. Mais en même temps, il ajoute que c'est aussi un exemple qui montre très bien qu'il y a toujours quelque chose qui échappe, qu'il y a toujours quelque chose qui n'est pas rastreable, qu'on ne peut pas maîtriser, disons, ou mettre en données, faire en sorte que ce soit réduit en données. Et bon, et d'une certaine façon, toute cette stratégie-là du dataïsme ou de la digitalisation, d'énumérer le monde, disons, qui montre en fait, plus qu'un succès, une sorte d'impossibilité, l'impossibilité d'attraper la vie tout entière. Et alors, c'est un peu par là qu'il pose la question, vous êtes d'accord que l'expérience contemporaine nous montre cela ou c'est plutôt le contraire? Alors, je voudrais vous écouter. Oui, alors, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est ce que j'avais donné comme exemple de l'angle mort, en fait. Il y a des angles morts du numérique et tout ce qui... Parce que précisément cette gouvernementalité algorithmique, elle fonctionne dans un espace métrique qui est absolument abstrait et qui s'est immunisé contre la réalité organique qui elle-même toujours est affectée d'altération. C'est l'altération qui est au cœur même, selon Canguilhem, de ce qu'est le vivant. Cette altération vivante, c'est-à-dire cette capacité finalement de l'organisme aussi à s'adapter à des transformations de son environnement, c'est-à-dire de sa localité. La territorialité, la localité est absolument essentielle à la régulation organique de la vie elle-même, c'est-à-dire de sa capacité, de la capacité de la vie à résister à ce phénomène d'entropie et de dissipation d'énergie qu'est la mort. Et c'est ça la normativité pour Canguilhem, la normativité de la vie même, c'est précisément cela, c'est précisément cette relative inadaptation au milieu dans lequel elle vit, qui fait que la vie
a une capacité à s'adapter à des transformations du milieu. Cette inadéquation, ce désajointement, cette désynchronisation aussi. Il y a quelque chose de désynchronisé, alors que dans l'univers numérique, tout est synchronique. L'idéal, c'est d'une synchronicité parfaite, c'est-à-dire une abolition du temps, une abolition de l'évolution et une sorte d'immunisation contre l'événement et contre l'altération. Ça ne fonctionne bien entendu pas. Et effectivement, le Covid-19 nous l'a montré de façon éclatante, à quel point ça ne fonctionne pas. Mais cette idéologie, la gouvernementalité algorithmique est une idéologie en ce sens que ce n'est précisément pas en fonction du fait qu'elle réussit, qu'elle est appréciée, mais en fonction du fait qu'elle nous permet de prétendre ne plus avoir à gouverner ce qu'il y a à gouverner, c'est-à-dire le monde. C'est pour ça qu'avec Thomas Burns, on avait parlé vraiment d'une gouvernementalité en creux, sans projet autre que d'immuniser le collectif, d'avoir à s'affronter collectivement à l'incertitude. Mais l'incertitude reste entière. Elle reste entière. L'incalculable reste entier, quand bien même les machines font semblant et simulent en quelque sorte une maîtrise de l'incalculable, de la contingence. L'incalculable qui est dans la matérialité, et comme la matérialité n'est pas traduite sous forme de numérique, comme c'est une abstraction, en fait, le numérique ne touche en rien à la matérialité des situations, ni à ce que Karen Barad appelle, par exemple, voilà, la puissance de la matérialité. Où Giorgio Agamben parlait de cela aussi, disait même que penser, c'est se souvenir de la matérialité, c'est-à-dire de ce qu'il y a en puissance dans la matérialité. Il n'y a que la matérialité qui a une puissance de se transformer en quelque chose d'autre que ce qui est. Voilà. Alors, ce dont ça nous dispense, hein, quand je parle de gouvernement en creux, et à mon sens, c'est là qu'il y a une dimension très politique, c'est précisément que la gouvernementalité algorithmique prétend nous dispenser des agencements collectifs, c'est-à-dire de cette sorte d'intrication très complexe de composantes sémiotiques diverses qui sont de la gestuelle, des mimiques, de la prosodie, des rituels, à travers lesquels les communautés humaines prennent une sorte de consistance et à travers lesquels les communautés humaines aussi peuvent s'affronter à l'incertitude, à travers les rituels où on parle de technologie comme un rituel efficace. Nous avons, en tant qu'être humain, des tas de rituels efficaces. Mais je dirais que la gouvernementalité algorithmique n'a plus rien de rituel. Et en ce sens, elle n'a plus rien d'efficace. Parce que précisément pour nous, ce qui est efficace pour faire face à l'incertitude et nous lier et nous rendre solidaires, ce sont les rituels. C'est une réponse très rapide à cette question très intéressante. Merci. Merci Roy, merci Ron pour la participation aussi. Et bon, en fait, le temps a passé très très vite, malheureusement, parce que moi j'avais plusieurs autres questions à vous poser. Je crois que c'est un dialogue vraiment très riche. Mais bon, j'espère qu'on puisse avoir d'autres occasions pour très volontiers. Pour continuer ces dialogues. Et j'espère aussi que ça puisse avoir lieu au Brésil, physiquement, ou en Belgique, mais de toute façon, qu'on puisse avoir ces plaisirs-là du rencontre, de l'espace en commun aussi, pas juste les idées, l'échange d'idées, mais aussi pouvoir partager le même espace enfant. J'espère que ça puisse avoir lieu bientôt. Et bon, je voudrais juste ajouter un petit commentaire. J'ai beaucoup aimé l'expression que vous avez employée aujourd'hui, qui est plutôt qu'une gouvernementalité, disons que nous sommes proches d'une sorte d'ingouvernance, parce que c'est ça une autre question, mais je laisse ça pour d'autres occasions, pour discuter la mort du sujet, la mort de la politique, etc. Et je crois qu'il y a peut-être la mort même du gouvernement ou de toutes sortes de gouvernementalités, parce que la radicalité de ces changements-là peut vraiment
mettre en question cette idée même de gouvernance, d'une sorte de gouvernance. Nous sommes proches d'une situation presque ingouvernable. Bon, alors mais ça, je laisse pour notre opportunité, pour notre occasion. Bon, je remercie à nouveau vraiment beaucoup Antoinette Rouvroy, notre invitée, d'être là, pour la disponibilité de votre temps, pour la discussion très riche que nous avons eue maintenant. Et comme je dis, j'espère que nous pouvons avoir d'autres moments comme ceux au futur, à l'avenir, et j'espère que ça puisse avoir lieu très bientôt. Très volontiers. Je vous remercie infiniment pour votre hospitalité et je suis ravie que le contact soit pris désormais et que nous puissions avoir d'autres échanges, collaborer sur des recherches. Je serais absolument ravie de poursuivre notre conversation sur ces sujets, sur d'autres sujets. Voilà, je vous remercie infiniment pour tout l'intérêt de vos questions qui m'ont un peu bousculé, provoqué et qui m'ont fait penser. Un immense merci à vous tous. Merci, et merci aussi pour finir à l'organisation de l'événement qui a rendu tout cela possible. Merci pour tout le monde qui est aux coulisses maintenant à l'organisation de cet événement. Merci. Et comme ça, je dis au revoir à tout le monde, au public. Au plaisir. Muito obrigada a todos, palestrantes e ouvintes.